Gérard Blier, bonjour. Bonjour Yann. Alors, en l'été 1805, l'empereur, comme vous le disiez tout à l'heure, n'a pas renoncé à envahir l'Angleterre. C'est vrai. Et pour éloigner la flotte anglaise du détroit du Pas-de-Calais, il a élaboré une stratégie mondiale. Vous allez nous expliquer ce plan ? Voilà. Alors, nous abordons là une période évidemment tragique, particulièrement dramatique dans l'histoire de Napoléon, c'est-à-dire en mer, le désastre de Trafalgar, qui est un des plus grands désastres que la flotte française ait subi. Alors, cette catastrophe de Trafalgar, qui est tout à fait importante pour la suite des opérations, parce qu'elle va donner aux Anglais une totale maîtrise de la mer, elle mérite beaucoup d'explications. Vous venez de l'amorcer, ce processus d'explication. Et du coup, on va consacrer 2 émissions à Trafalgar, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette émission, on va voir, comme vous l'avez amorcé, la préparation de Trafalgar, les prémices de Trafalgar, de cette catastrophe. Alors, je rappelle la date de Trafalgar, de la bataille elle-même, 21 octobre 1805. Alors, comme vous l'avez dit, on peut penser qu'au printemps, à l'été 1805, alors que la troisième coalition a démarré et que, bien sûr, Napoléon doit faire face à la menace russe et autrichienne, bon, on peut penser que Napoléon a-t-il vraiment renoncé à envahir l'Angleterre? On peut penser que non, il a toujours cela dans sa tête. Et on peut noter que ces grandes manœuvres que vous avez évoquées et que je vais vous décrire, bon, elles ont été préparées longtemps à l'avance, au moment où la troisième coalition n'était pas encore dangereuse. Par conséquent, donc, Napoléon va concocter un plan gigantesque à l'échelle des océans pour faire en sorte que l'éventuel débarquement, qui n'est pas encore définitivement aux oubliettes, en Angleterre puisse se réaliser. Alors, quelle est l'idée maîtresse ? Napoléon sait, alors là je me retrouve au début de l'année 1805, dans les premiers mois. À ce moment-là, donc, Napoléon sait qu'il ne peut débarquer en Angleterre que si la Royal Navy, la flotte britannique, est éliminée. Il faut qu'elle soit évidemment battue. Bon. À partir de ce moment-là, l'idée de Napoléon est d'affaiblir la Royal Navy en obligeant les Anglais à l'envoyer ailleurs. Or, pour l'Angleterre, comme pour la France, mais encore plus pour l'Angleterre qui avait besoin d'importations plus importantes que la France, pour l'Angleterre, les Antilles ont une importance énorme, énorme. L'Inde aussi, mais surtout les Antilles. Par conséquent, l'idée directrice du plan de Napoléon, c'est de faire en sorte que les Anglais se rendent compte que la France, veut mettre la main, veut faire du tort aux Anglais dans leur vaste périmètre des Antilles, qui est vital pour eux. Donc l'idée de Napoléon, c'est de leurrer les Anglais, de faire en sorte qu'ils se sentent très menacés dans les Antilles et que, du coup, ils renforcent leur défense navale, qu'ils renforcent donc leur flotte dans les Antilles en prélevant un certain nombre de navires parmi ceux qui sont dans le Pas-de-Calais pour protéger. Donc Napoléon, le plan est celui-ci, il veut affaiblir la Royal Navy à toutes fins utiles dans le Pas-de-Calais de façon à faciliter le débarquement. Et pour ça, il faut que les Anglais, pour retirer des bateaux, se sentent très menacés. Et donc, il s'agit de faire en sorte que les Anglais se sentent menacés dans les Antilles. Alors, le plan, dans le détail, il consiste du coup à faire converger vers les Antilles, il faut que les Anglais le sachent évidemment, un certain nombre de bateaux de guerre français et espagnols. La France et l'Espagne sont alliés. Les Français ont davantage de bateaux, mais les Espagnols sont avec eux. Alors donc, il s'agit de faire converger vers les Antilles, depuis l'Europe, des flottes françaises et aussi espagnoles, pour inquiéter les Anglais et pour qu'à ce moment-là, ils envoient non pas toute la Royal Navy, mais une grande partie de la Royal Navy, qui est dans le Pas-de-Calais, vers les Antilles, de façon à permettre éventuellement le fameux débarquement en Angleterre. Alors, c'est un plan qui paraît tout à fait intéressant, mais c'est un plan, surtout pour l'époque, c'est un plan qui est extrêmement délicat. Il faut en effet synchroniser la manœuvre, pouvoir, bien entendu,
communiquer entre les bateaux, mais surtout entre les flottes, puisqu'il va y en avoir plusieurs qui vont converger. Donc il faut un très bon commandement et il faut de la chance. Et à l'époque, naturellement, eh bien, les navires pouvaient communiquer entre eux simplement par des signaux optiques, par des pavillons, à l'intérieur d'une même flotte. Mais il n'y avait pas le radar, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas tout ce qui permet maintenant des communications aisées. Alors donc, ce plan, c'est un plan hardi, c'est un plan intéressant, mais qui est très difficile, compte tenu des conditions de l'époque, à exécuter. Alors, le plan, il est mis à exécution, il est concocté au début de 1805, et lors de l'été 1805, alors que la Grande Armée est encore en partie à Boulogne, le plan est exécuté. Alors, 50 navires de guerre sont réunis. On fait appel à toutes les ressources de la France, compte tenu de la puissance de la Royal Navy. 50 navires de guerre, alors en gros, vous avez une flotte qui part de Toulon, 10 bateaux, 20 bateaux partent de Brest, ou doivent partir de Brest, 6 de Rochefort qui est évidemment un port de guerre important, et une quinzaine d'Espagne. Bon. Mais il faut dire que, naturellement, depuis Aboukir, on a parlé d'Aboukir il n'y a pas tellement longtemps, ça n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire que ce sont les bateaux rescapés d'Aboukir, parce qu'à Aboukir, il y a eu un désastre, mais la flotte française, elle était ailleurs, mais c'était le même type de bateau, et le même type de commandement. C'est-à-dire les bateaux sont plutôt médiocres, ils sont en mauvais état, le commandement n'est pas terrible, surtout qu'en face, il y a un certain Horatio Nelson. Le commandement est médiocre, la discipline n'est pas formidable sur les bateaux. Par conséquent, donc, Napoléon doit le savoir, mais enfin, il prend le risque. On peut noter d'ailleurs que, bien sûr, Napoléon, là, compte tenu de sa personnalité, il a, je n'ose pas dire le tort, je ne me permets pas de juger Napoléon, mais il prend le risque de tout préparer lui-même. On sait que les guerres terrestres de Napoléon sont préparées, les campagnes de Napoléon sont préparées, alors bien sûr il a un chef d'état-major, il a son état-major, mais c'est lui, Napoléon, pour les batailles terrestres, pour les campagnes terrestres, qui prépare tout, les mouvements des troupes, les opérations sur le champ de bataille, etc. Et là, il excelle, c'est bien évident. Les succès magnifiques de Iéna, de Austerlitz et de bien d'autres le prouvent. Et Napoléon, qui est corse, qui est un îlien, qui croit connaître la mer, dans le fond, il doit penser que sur mer, ça va se passer comme sur terre, c'est-à-dire sur ses cartes, cartes de l'Atlantique, etc. Il fait manœuvrer les flottes comme si c'était évidemment ses régiments, ses divisions, ses armées. Mais ce n'est pas évidemment la même chose. Napoléon n'est pas du tout un marin et il sous-estime les difficultés, parce que ce n'est pas un homme évidemment de la mer. Alors, quelles sont les péripéties ? Alors, les péripéties sont les suivantes. Le plan est mis à exécution, c'est-à-dire que, parlons d'abord de la flotte de Toulon. La flotte de Toulon qui est commandée par l'amiral Villeneuve. Alors, la flotte de Toulon sort, mais, manque de chance, il se trouve qu'avec un certain nombre de bateaux, Nelson, très redouté, croise dans les parages. Villeneuve rentre avec sa flotte dans Toulon. Il ne veut pas affronter Nelson. Ça part mal. Bon. Il fait une deuxième tentative, et là, il réussit. Nelson a disparu, par conséquent, la flotte de Toulon va vers les Antilles. Et, encore une fois, pas de radio, pas de communication, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais, pour que ça marche, il faut naturellement que Villeneuve, aux Antilles, se retrouve avec la flotte qui vient de Rochefort, commandée par un certain Missiessy, et la flotte aussi qui vient de Brest, commandée par l'amiral Ganteaume. Ganteaume, Missiessy et Villeneuve doivent concentrer leurs bateaux pour représenter une menace, sinon c'est pas la peine, ça ne fera pas peur aux Anglais. Et quand Villeneuve arrive dans les Antilles, il ne trouve personne. Les autres ne sont pas là. Vous allez me dire, mais que s'est-il passé ? Eh bien, un problème de synchronisation, c'est-à-dire Missiessy partant de Rochefort, il a bien, avec ses 6 navires, franchi l'Atlantique, mais il était en avance. Il n'a pas trouvé Villeneuve, évidemment, puisque Villeneuve avait été retardé au départ de Toulon. Et alors Missiessy fait demi-tour. Il rentre à Rochefort. Bon, très bien. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais il y a Ganteaume. Ganteaume qui avait une vingtaine de bateaux de guerre à Brest. Alors lui, c'est pire. Il ne peut pas sortir de Brest. C'est-à-dire qu'il y a des vents contraires très violents, ça c'est le grand handicap
pour le port de Brest, pour le port au temps de la marine à voile. Il y a un vent très violent, fréquent, et puis surtout, il y a la flotte anglaise, il y a une partie de la flotte anglaise, on n'est pas très loin du Pas-de-Calais, là, bon, enfin, les Anglais sont là, le vent, enfin bref, Gantoum, qui n'est pas un foutre de guerre, ne sort pas. Alors donc, Villeneuve sort, mais quand il arrive là-bas, il ne trouve pas Mississi qui est retourné à Rochefort, et Gantoum n'est pas sorti du tout, voyez-vous. Voilà. Alors par conséquent, donc, c'est un échec complet, évidemment, de cette stratégie. Les Anglais, donc, bien sûr, malgré les difficultés de communication, ils se rendent compte de ce qui se passe, ce qui fait que ça ne leur fait pas peur du tout, ce qui se passe, et le cœur de la Royal Navy ne bouge pas du Pas-de-Calais. Donc, c'est l'échec, évidemment, de la manœuvre. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Villeneuve est tout seul. Alors, tout seul, il ne peut rien faire contre les Anglais. Ce n'est pas un foutre de guerre non plus. Donc, il fait demi-tour, il regagne l'Europe. Bon, il veut regagner donc essentiellement la France, mais les Anglais sont là, dans le golfe de Gascogne, etc. Bon, ce qui fait que Villeneuve, qui ne veut pas affronter les Anglais, ils ne se sentent pas de taille, il est assez timoré, eh bien, il va vers le sud, il contourne les côtes du Portugal et il se retrouve près des côtes du sud de l'Espagne, pas très loin du détroit de Gibraltar. Nelson, lui, qui est un chef de guerre absolument remarquable, un amiral très grand manœuvrier, on connaît sa valeur, Nelson, lui, sans complexe, court après Villeneuve. Bon, ce qui incite encore plus Villeneuve à aller vers le sud. Et Villeneuve, voyant se rapprocher la menace de Nelson, eh bien, avec ses bateaux, il va rechercher la protection de la rade de Cadix, le port de Cadix, le port andalou de Cadix, pas très loin du détroit de Gibraltar. Là, dans la rade de Cadix, sa flotte est évidemment à l'abri. Et Nelson, avec ses bateaux, croise au large et attend la sortie, en se disant il va bientôt sortir, espérons-le. Bon, Villeneuve, lui, ne veut pas bouger. Alors, donc, voyez-vous, la situation à l'automne, au début de l'automne, elle est très simple. La situation de la marine française, l'opération a complètement échoué. Gantoum est à Brest, Missiessy est revenu à Rochefort. Quant à Villeneuve, bon, eh bien, lui, il est timoré, il a peur, il est à Cadix. Il attend, il ne veut pas sortir. Bon, c'est donc un échec complet. Et au large, comme la flotte de Villeneuve représente une menace importante, il se trouve que c'est Nelson qui est aux aguets et qui attend la sortie. Alors, dans ces conditions, pendant plusieurs semaines, bon, il ne se passe rien, c'est-à-dire que Villeneuve est à Cadix, dans son vaisseau amiral, évidemment, avec une flotte qui reste quand même importante. Et Villeneuve sait très bien qu'il n'a pas intérêt à sortir parce qu'il va se faire, il a le moral dans les chaussettes, incontestablement. Bon. Mais alors, que va-t-il se passer? Napoléon, l'information met du temps à circuler, mais Napoléon est informé de tout ça. Napoléon pique une colère absolument épouvantable, il ne réalise pas bien ce qui se passe, les risques, et il donne l'ordre à Villeneuve de sortir. Que ça lui plaise ou non, il doit exécuter évidemment les ordres de son patron, c'est-à-dire de Napoléon. Alors, la mort dans l'âme, avec un moral que vous devinez, Villeneuve, naturellement, n'a pas tellement le choix, et donc il va sortir, et nous verrons dans la prochaine émission ce que ça va donner, d'ores et déjà, vous le savez. Merci beaucoup, Gérard. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.